Salut les aventuriers, ici Mister Geopolitics, très bonne année à tous, j'espère que les fêtes sont bien passées. Cette année 2017 elle va être très riche pour Mister Geopolitics, il va y avoir beaucoup de nouvelles choses, il va y avoir un nouveau type de format que j'avais annoncé l'année dernière et qui arrive enfin. Il va y avoir des conventions dans lesquelles on pourra se rencontrer, donc ça je vous en dirai plus très bientôt, ainsi que des conférences. Le sujet dont on va parler aujourd'hui, c'est un sujet d'actualité particulièrement pressant, tellement pressant que j'en ai entendu parler tout le mois dernier, donc il était vraiment temps qu'on le décortique sur Mister Geopolitics. Quand je vous dis que j'en ai entendu parler tout le mois dernier, je vous mens pas. Ça a commencé début décembre, j'ai été invité pour faire partie d'un jury à un événement organisé par une association qui s'appelle Yes Academia, où 18 jeunes sont venus présenter leurs projets personnels qui ont pour objectif d'améliorer la vie des gens dans une région, une ville, un quartier ou même une barre d'immeubles. Fatoumata est arrivée en deuxième place. Originaire du Sénégal, elle s'intéresse à la gestion de déchets et plus particulièrement aux déchets plastiques. Face à l'ampleur de la tâche, elle a préféré commencer par une mission qui lui paraissait plus accessible pour le moment en France, avec l'installation de poubelles collectives pour le tri sélectif dans les quartiers qui n'en sont pas encore équipés. Le tout accompagné d'une incitation au recyclage. En rentrant de cet événement, j'ai jeté un œil sur Twitter et j'ai vu avec stupeur que l'ONU avait publié une étude indiquant que d'ici 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. Quelques jours plus tard, c'est cette image qui m'est apparue dans mon fil d'actualité, où en nettoyant une plage, un homme a découvert un pot de yaourt avec l'emblème des JO de 1976. C'était il y a 40 ans. Tout ça pour tomber quelques jours plus tard sur une vidéo où les personnes d'une association ont trouvé par hasard une tortue avec une paille en plastique de 10 cm enfoncée dans le nez. Et enfin, en prenant le métro, impossible de ne pas tilter lorsque je me suis assis en face de cette campagne de sensibilisation menée par le WWF. Et forcément, ça m'a rappelé quelques souvenirs du Tour de la Méditerranée, ici, en Italie, et là, en Jordanie. On parle beaucoup du plastique, mais c'est loin d'être le seul type de pollution qui vient menacer les mers. La situation est particulièrement préoccupante aujourd'hui, nous devons nous y intéresser. Je vous propose donc de rentrer dans le détail, de comprendre pourquoi et comment ces pollutions affectent la mer, avant de pouvoir enfin se pencher sur les solutions. Allez, c'est parti! Aujourd'hui, on met le cap sur le large. On va faire dans une première partie un petit tour du monde des pollutions maritimes, pour ensuite voir les solutions. Il y a certaines notions que j'ai abordées dans le premier épisode de la chaîne, sur lesquelles je ne reviendrai pas, donc pour ceux qui veulent une petite révision, n'hésitez pas à y jeter un œil. 71% de la surface de la Terre est recouverte par les océans. 30% du CO2 produit par l'homme est absorbé par les eaux du globe, permettant ainsi d'atténuer les impacts du réchauffement climatique. 40% de la population mondiale dépend de la biodiversité marine et côtière pour subvenir à ses besoins. 3 bonnes raisons de prendre conscience de l'importance des océans sur Terre et qui devraient nous motiver à en prendre soin. Or, on constate que 40% des eaux du monde sont fortement touchées par les activités humaines, ce qui comprend la pollution, l'épuisement des ressources et la disparition des habitats côtiers tels que les mangroves. Mais puisque nous nous focalisons sur la pollution dans cet épisode, nous n'en parlerons pas aujourd'hui, de même pour le sujet de la disparition du sable, ainsi que celui de la surpêche, qui n'entre pas directement dans le sujet. Eh ouais, je suis désolé les gars, mais la pêche excessive de poissons n'est pas considérée à proprement parler comme une pollution. On parlera de vous dans une prochaine vidéo, mais en revanche, j'ai une bonne nouvelle pour vous en fin d'épisode. Concernant les pollutions maritimes, j'en ai recensé 7 types. On commence avec les marées noires, qui sont un déversement volontaire ou accidentel de nappes d'hydrocarbures dans la mer et qui sont souvent ramenées sur la côte par l'effet du vent, du courant et des vagues. Elles peuvent se produire de différentes manières, lors d'un dégazage illégal ou bien lors d'un accident sur une installation de forage en pleine mer, comme ce fut le cas en 1979 pour la plateforme Ixtoc One. Ou plus récemment, dans le golfe du Mexique avec la plateforme Deepwater Horizon qui était exploitée par BP. Concernant cette dernière, il s'agissait du puits de forage le plus profond jamais creusé en offshore. Les marées noires peuvent aussi avoir lieu lors de conflits, où les infrastructures pétrolières peuvent être sabotées par l'ennemi. On peut malheureusement citer la guerre du Golfe en 91. Et bien sûr, les naufrages de pétroliers sont souvent la cause de marées noires. Le Torrey Canyon a été l'un des premiers en s'échouant au large des côtes anglaises en 67. Ce fut une prise de conscience face à ce nouveau type de catastrophe. C'est d'ailleurs suite à ce naufrage qu'un journaliste français a inventé le terme de marée noire. Un terme qui reviendra malheureusement souvent dans la presse. 1978, naufrage de la Moco Cadiz au large de la Bretagne. En 79,
c'est l'Atlantic Empress. Le Castillo de Belver en 83, près du Cap, en Afrique du Sud. L'Odyssée en 88, en Atlantique Nord, près des côtes canadiennes. L'Exxon Valdez en Alaska en 89, qui a beaucoup impacté les Américains et qui a généré des modifications de loi encadrant le transport maritime. Le Haven a coulé en Méditerranée et le ABT Summer près des côtes angolaises la même année. Puis vinrent l'Evoikos en 97, l'Erika en 99 au large de la France et enfin le Prestige au large de la Galice en 2002. Voici donc pour un petit récap de ces catastrophes. Malheureusement, la liste est loin d'être complète. Une marée noire, ça peut provoquer un fort endommagement des sites touristiques et ça nécessite un nettoyage très coûteux. De plus, cela contamine les poissons et les crustacés issus de la pêche, ce qui les rend impropres à la consommation et à la vente, et qui met les pêcheurs au chômage technique. Au niveau des impacts sanitaires, là encore, c'est pas joyeux. Les résidus de pétrole sont nocifs par inhalation et par contact, anéantissant ainsi la biodiversité marine et aérienne. Si l'on s'en tient au volume total d'hydrocarbures déversés dans la nature, les catastrophes les plus dramatiques ont été celles de la guerre du Golfe et celles de Ixtoc 1. Mais attention, on parle dans cet épisode de pollution et vous allez voir que les accidents qui polluent le plus ne sont pas forcément ceux où le plus de pétrole a été lâché en mer. Cela dépend du lieu de l'accident, bien évidemment, mais surtout de la composition du produit. Les pétroles bruts qui sont transportés ne sont pas tous les mêmes. Selon leur origine et leur composition, certains pétroles sont plus légers que d'autres et peuvent brûler ou s'évaporer, parfois à plus de 40%. Par exemple, sur les 280 000 tonnes d'hydrocarbures déversées lors du naufrage de l'Atlantic Empress, 187 000 ont brûlé ou se sont évaporés, laissant des nappes de seulement 93 000 tonnes dans la mer. Sur un total initial de 280 000 tonnes, on va dire que c'est déjà moins pire. A l'inverse, lors du naufrage de l'Amoco Cadiz, seulement 90 800 tonnes se sont évaporées sur les 227 000 tonnes initiales, laissant des nappes d'environ 136 200 tonnes dans la mer. L'Erika et le Prestige transportaient quant à eux des fuels lourds qui n'ont pas dépassé les 10% d'évaporation, provoquant des dégâts importants, bien que les quantités transportées étaient bien moins importantes que les exemples que l'on vient de citer. Après les marées noires viennent les marées vertes, ces importants dépôts d'algues sur les plages ou bien flottant entre deux eaux lorsque la marée monte. La Chine est particulièrement touchée par le problème, mais cela fait bien longtemps que la Bretagne l'est aussi, ainsi que certaines côtes américaines. Je laisse mes collègues de biologie rentrer dans le détail de la composition de ces algues. Il en existe plein de sortes différentes, les Enteromorpha prolifera en Chine, les Ulva armoricana en Bretagne, les Enteromorpha et les Cladophora à Arcachon. Ces algues se développent en présence de nitrates, ce qui explique pourquoi on en trouve autant aux abords des fleuves qui traversent des régions agricoles. Le nitrate contenu dans les engrais chimiques utilisés ruisselle jusqu'à la rivière, qui se jettera à son tour dans l'océan. De même pour le rejet des eaux usées riches en phosphate et en ammonium. La Bretagne concentre 60% de l'élevage de porcs de toute la France et 30% du gros bétail. Pas difficile de faire le lien direct avec le dépôt massif d'algues sur les côtes. Passons donc à présent à la météo des algues, avec les endroits où l'on en trouve entre 500 et 1000 tonnes par an. Au sud de Vannes, au nord-ouest et au sud de Brest, et près de Saint-Malo. En jaune, les côtes sur lesquelles on dénombre entre 1000 et 2000 tonnes d'algues par an, au nord de Morlaix et au sud de Quimper et de Brest. En orange, entre 2000 et 4000 tonnes par an. Rendez-vous compte du volume que cela représente pour les plages proches de Lannion et de Saint-Brieuc. Et enfin, en rouge, l'apogée des dépôts au nord-est de Saint-Brieuc. En soi, vous allez me dire que ce ne sont que des algues, quelque chose de naturel, et que ça n'a pas l'air de gêner vraiment les baigneurs ici en Chine. Sauf que, j'ai oublié de préciser, lorsque ces algues sont encore dans l'eau, tout va bien. En revanche, lorsqu'elles s'échouent et qu'elles sèchent au soleil, cela dégage une odeur absolument infâme d'œufs pourris. Ça fait fuir les touristes, et aidé par le vent, l'odeur se fait ressentir jusque dans les jardins des fronts de mer, ce qui dévalue le prix des maisons. Mais encore pire que ça, lorsque les algues échouées se décomposent, cela dégage de l'hydrogène sulfuré, un gaz qui peut être fatal pour les organismes vivants. Pour les algues en décomposition sur la plage, le vent disperse le gaz, ce qui ne rend pas forcément cela dangereux. En revanche, il arrive que les algues soient agglutinées par la houle de la mer, ce qui forme des sortes de tas d'algues. Et ces boules peuvent être recouvertes de sable ou parfois même enfouies dans la vase. L'intérieur de cette boule d'algues se décompose et le gaz toxique se retrouve alors coincé dans la poche. Il suffit alors qu'un animal ou qu'un homme marche dessus, et voilà que vous vous prenez un concentré d'hydrogène sulfuré dans le nez. Ce qui, on suppose, a causé en France la mort d'un homme qui transportait des algues jusqu'à une unité de compostage, d'un jogger, d'un cheval enlisé, mais dont le cavalier est juste tombé dans les pommes, de 2 chiens et de plus de 40 sangliers, ainsi que d'autres cas de personnes évanouies
ou dans le coma. Il est difficile d'établir directement la cause du décès à l'hydrogène sulfuré, car le gaz se disperse, et pour cela il faut réaliser l'autopsie très rapidement. Le ramassage de ces algues par les services de mairie est obligatoire, mais cela coûte cher. De plus, beaucoup de sable est retiré des plages en prélevant ces algues, et lorsque celles-ci sont stockées dans des espaces de compostage, il se dégage un jus noirâtre de ces algues qui s'infiltre dans le sol jusqu'à rejoindre les nappes phréatiques. Bref, une belle prise de tête qui ne résout pas le problème à la source. Il existe néanmoins des solutions que l'on verra en deuxième partie de cette vidéo. Allez, marée noire, marée verte et maintenant marée blanche. Cela renvoie à la pollution liée aux antibiotiques, aux stéroïdes, aux hormones, aux détergents, aux produits phytosanitaires et aux cosmétiques. Sans oublier le pyralène, un isolant bon marché qui est malheureusement hautement polluant. On retrouve cette substance dans 40% des rivières françaises. Heureusement, les stations d'épuration permettent de limiter la casse en arrêtant environ 85% des substances polluantes. Dans l'idéal, il serait bien évidemment mieux que le rejet d'eau usée soit évité, mais au moins l'assainissement de l'eau permet de filtrer au mieux tout ça, avant de le retourner dans la nature. Il semblerait que les infrastructures d'assainissement soient liées en partie au développement des pays. En effet, on retrouve un grand nombre de pays industrialisés dans lesquels entre 95 et 100% de la population est raccordée à un système d'assainissement. Australie, Malaisie, Thaïlande, Japon, Kazakhstan, Iran, Israël, Égypte, Algérie, Europe et Amérique du Nord. Au Mexique, au Brésil, en Afrique du Sud, en Turquie ainsi qu'en Birmanie, c'est entre 75 et 95% de la population qui est raccordée à une station d'épuration. Viennent ensuite la Russie, la Chine, le Bangladesh, les Philippines, l'Indonésie, l'Angola, le Botswana et plein d'autres pays où c'est entre 50 et 75% de la population qui est raccordée. Ce qui nous laisse à présent entrevoir les pays qui ont le plus de difficultés sur ce plan avec l'Inde, le Pakistan, la Namibie, le Soudan, la Zambie, la République centrafricaine, le Nigeria ou encore la Bolivie. La tranche la plus basse, où moins d'un quart de la population est raccordée, ne touche que des pays d'Afrique subsaharienne. Mali, Niger, Tchad, le nord du golfe de Guinée, la Corne de l'Afrique, la République démocratique du Congo ou encore Madagascar. On estime que 40% de la population mondiale n'a pas accès à ces solutions d'assainissement de l'eau, quasiment toutes situées dans les pays du Sud. Les plus pauvres en sont donc les premières victimes. Vient à présent un autre type de pollution qui est lié quant à lui à l'augmentation du gaz à effet de serre, le CO2, et qui provoque l'acidification des océans. Vu que l'augmentation de CO2 est liée à notre mode de développement particulièrement polluant, il est intéressant de voir le changement d'acidité dans l'océan entre l'époque pré-industrielle et aujourd'hui. En 300 ans, voici les résultats. En blanc, ce sont les zones qui sont restées avec la même acidité. Pas de changement du coup pour la mer de Timor, d'Arafura, de Java, de Banda, de Célèbes, ni pour la mer de Chine méridionale. Pas de changement non plus pour la Méditerranée, pour la mer des Caraïbes et le golfe du Mexique, ainsi que toutes les mers très au nord, la mer de Baffin, du Groenland, de Barents et de Norvège, de Kara, de Sibérie orientale ainsi que l'océan Arctique. En vert, on retrouve les zones où le pH a diminué significativement, le Pacifique Sud, l'océan Indien, la mer d'Arabie et des lacs d'Ives. Les zones les plus touchées sont quant à elles l'Atlantique Nord entre l'Europe et le Canada, l'Atlantique Sud ainsi que le Pacifique Nord. En moyenne, sur la période 1700 à 1990, l'acidité des eaux a augmenté de 26%, ce qui est particulièrement dévastateur pour certains organismes. Les plus touchés dans les eaux de surface, ce sont ceux qui sont constitués d'une structure calcaire ou d'une coquille, les mollusques, les coraux et certains phytoplanctons. Ceux-ci devront dépenser plus d'énergie pour essayer de construire leur coquille, leur croissance sera réduite, ils seront donc plus faibles. L'acidification des océans est un problème qu'il faut vraiment prendre au sérieux. Tout d'abord car la planète a déjà connu une extinction liée à l'acidification. C'était il y a 252 millions d'années, où suite à d'énormes éruptions volcaniques, les océans ont été asphyxiés. Résultat, 90% des espèces animales marines sont mortes, ainsi qu'environ 66% des espèces animales terrestres. Ça fait mal. Et il a fallu 60 000 ans à notre planète pour se régénérer. 60 000 ans, c'est 12 fois la durée entre l'époque de l'Égypte antique et nos jours. Les études les plus pessimistes prévoient une hausse de 150% de l'acidité d'ici 2050. Un problème à prendre au sérieux et au plus vite. Ce qui est assez surprenant, c'est que l'acidification des océans a un effet inattendu sur la pollution suivante. En effet, il a été prouvé que dans des eaux plus acides, les sons de basse et moyenne fréquence sont moins absorbés, rendant les fonds marins plus bruyants. La pollution sonore est souvent oubliée du grand public. Pourtant, si les cétacés parlaient notre langue, cela ferait bien longtemps qu'ils nous auraient dit que le monde du silence ne l'est plus vraiment. Les cétacés communiquent entre eux et se repèrent grâce au son. Cela leur permet aussi de chasser, et pour certains, tels que le grand cachalot et l'orque,
Cela sert aussi à étourdir et à paralyser des poissons et des calamars en produisant de puissantes ondes sonores. Les sons que l'homme émet sous l'eau perturbent le comportement de ces animaux et peut générer un tel stress que cela réduit le nombre de naissances. Les bruits sont originaires des bateaux de marchandises, des zones balnéaires, des sonars utilisés pour détecter les sous-marins, mais surtout des bateaux de prospection pétrolière où le signal envoyé doit être particulièrement puissant pour détecter si le sous-sol contient des hydrocarbures. Depuis les années 70, on estime que l'intensité de cette pollution sonore double tous les 10 ans. Dans certains cas, le tapage est tellement élevé que des groupes de cétacés en sont complètement désorientés et finissent par s'échouer massivement sur des plages. Certains reviennent même s'échouer à nouveau une fois remis à la mer. N'oublions pas qu'il est dur pour un dauphin ou une baleine de se boucher les oreilles. Attention, il faut nuancer toutefois, l'homme est responsable de certains échouages massifs, mais ce phénomène arrive parfois de manière complètement naturelle, soit car le groupe s'est fait surprendre par la marée, soit parce que la géographie de la côte est très particulière, soit aussi parce que ces animaux qui se déplacent souvent en groupe ont suivi un animal qui s'est mal repéré. Mais cela ne nous déresponsabilise pas de cette nuisance que nous provoquons. Venons-en à présent aux déchets plastiques, en citant un chiffre, 80%. En effet, on estime que 80% de la pollution de la mer trouve son origine sur la Terre, et parfois bien loin des côtes. Dans beaucoup de pays émergents et en développement, les poubelles sont jetées sans qu'il n'y ait derrière de réelle organisation publique pour gérer au mieux ces déchets. C'était le cas en France et en Europe il n'y a pas si longtemps. Dans certains coins de la Bolivie par exemple, voilà où finissent les poubelles. Emportés par les eaux des fleuves et des rivières, ces déchets finissent par rejoindre les océans. Tandis que l'eau continue son cycle, le plastique, lui, il reste là. Et aujourd'hui, franchement, on a atteint un niveau qui fait vraiment peur. En moyenne, dans les océans, tous les kilomètres carrés, on trouve 13 000 morceaux de plastique. 13 000. La Terre est ronde et les océans du globe communiquent entre eux. Des courants marins traversent ces derniers, de telle sorte que chaque déchet plastique flottant en mer finira tôt ou tard par être emporté par ces courants et sera déposé dans des zones de convergence, des vortex océanographiques appelés des gyres. On en dénombre 5. Ces immenses régions sont un peu comme le siphon d'un évier. Et ce qui est intéressant, c'est que ces courants marins, on ne les a jamais aussi bien connus que depuis que l'on a commencé à jeter massivement du plastique dans la nature. Dans ces gyres, la concentration en plastique au kilomètre carré passe d'une moyenne de 13 000 à 334 000 fragments par kilomètre carré. Ce n'est plus du plastique dans des océans, mais des océans dans des décharges de plastique. Plus il reste dans l'eau longtemps, et plus le plastique se désagrège en petits bouts, passant de déchets entiers, tels que ces sacs ou ces barquettes alimentaires, en morceaux plus petits, avant de finir en soupe de plastique. Évidemment, ce plastique est ingéré par des animaux tous les jours, et on peut pas dire que ce soit pourtant leur alimentation de base. Quoique pour certains, on se demande. En 2012, une baleine s'est échouée en Espagne avec 17 kg de plastique dans l'estomac. Toute la chaîne alimentaire est affectée, et une étude australienne révèle que 9 oiseaux marins sur 10 ont du plastique dans le ventre. Les plus gros pollueurs de ce type sont la Chine, l'Indonésie, les Philippines, le Vietnam et le Sri Lanka. Pour info, en France, un touriste qui va à la plage produit 1 kg de déchets par jour. À nous de veiller à ce que ces déchets soient jetés au bon endroit. Et enfin, dernier type de pollution, les naufrages de navires de marchandises, qui sont beaucoup plus nombreux qu'on ne le pense, et qui laissent flotter des morceaux de bois et de métal, ainsi que des conteneurs qui flottent parfois entre deux eaux à 20 cm sous la surface de l'océan. Ces objets sont particulièrement dangereux pour la navigation, ça s'est encore vu au dernier Vendée Globe il y a quelques semaines. Il y a quelques jours, un conteneur tombé en mer s'est ouvert, laissant s'échapper des centaines de milliers de jouets Kinder. Tu parles d'une surprise. Un certain nombre est venu s'échouer sur des plages allemandes, et ça n'a réjoui que les enfants. Dans cette catégorie de pollution, j'ai aussi décidé d'intégrer les naufrages de navires et d'avions militaires, qui contiennent parfois des missiles, des bombes non explosées et des armes chimiques. Ces vestiges de guerre passée se font peu à peu ronger par les eaux salées des océans, et c'est ainsi que des coulées de mercure, de plomb, de phosphore, d'arsenic ou encore de gaz moutarde sont parfois observées. Aucune mer du globe n'est épargnée, mais c'est la mer Baltique qui est la plus touchée, de par la localisation des conflits passés, de par sa faible profondeur et par le fait qu'elle soit fermée. Parfois même, ce sont des bombes entières qui s'échouent sur les plages. Imaginez l'alerte générale que c'est quand on trouve une bombe érodée de la Deuxième Guerre mondiale sur une plage. Alors imaginez ce qu'a connu l'Écosse en 1995 en voyant 4500 bombes incendiaires s'échouer en quelques jours sur ces plages. Le tourisme en Grande-Bretagne, ça détonne. Voici donc pour ce tour géopolitique de la pollution maritime. Un constat pas particulièrement joyeux, mais il existe plein de raisons d'espérer que cela puisse s'améliorer. Tout d'abord, est-ce que vous vous souvenez des objectifs du millénaire pour le développement ? C'étaient des objectifs lancés par des institutions internationales
entre 2000 et 2015, pour guider les pays vers un développement plus harmonieux. Ces objectifs ont laissé place à de nouveaux objectifs plus précis pour la période 2015-2030. On avait parlé du premier objectif dans l'épisode 2 de Mister Geopolitics dédié à la pauvreté. Si vous regardez bien, l'objectif numéro 6 concerne l'assainissement de l'eau et l'objectif 14 est la protection de la vie aquatique. Ce dernier donne une direction et un cadre aux États, aux ONG et à tout organisme qui s'intéresse à la gestion durable des écosystèmes marins et côtiers. Plus spécifiquement, pour chaque type de pollution que nous venons d'analyser, il existe des solutions ou bien des pistes de solutions qui sont développées par des entreprises, des ONG ou même des citoyens comme vous et moi. Dans le cas des marées noires, les bateaux à double coque sont apparus comme une bonne solution pour les petites déchirures et les échouements à faible vitesse, mais ce n'est que peu utile contre les explosions, les incendies, les cassures à cause des tempêtes ou bien les dislocations sur des récifs. Les États-Unis ont été le premier pays à obliger progressivement la construction de bateaux à double coque, selon les types de navires, jusqu'à une obligation totale pour tous les pétroliers en 2015. L'Europe, qui a mis plus de temps à se décider à cause de longues négociations, a finalement fini par voter la même chose. Des ingénieurs ont développé ces filets géants qui peuvent être lâchés par avion sur les nappes d'hydrocarbures une fois le naufrage déclaré. La membrane permet de tenir ensemble de grosses quantités de ces nappes, ce qui simplifie le nettoyage et évite que cela ne se disperse. En plus de ça, un boîtier émet un signal sonore pour éloigner les oiseaux et éviter qu'ils ne se fassent prendre au piège. On peut récupérer une certaine quantité de pétrole tombé à l'eau et en lavant les filets, ils peuvent servir à nouveau. Idem pour le biocleaner, un engin un peu du même type. Lâché par voie aérienne directement sur les nappes, le biocleaner contient des bactéries qui dissolvent le pétrole de manière naturelle, tout en émettant lui aussi un signal sonore pour repousser les poissons et les oiseaux. La batterie de l'engin fonctionne avec l'eau de l'océan et le tout est éclairé de LED et suivi par GPS. La bactérie contenue dans le biocleaner existe naturellement dans l'eau des océans, mais en faible quantité. Du coup, il faut savoir que depuis bien longtemps déjà, on pulvérise du dispersant sur les nappes de pétrole après un naufrage, et cela dissémine la nappe en petites gouttelettes qui sont alors plus facilement détruites par les bactéries. On peut épandre les dispersants par bateau ou par avion. Cela évite aussi que la nappe ne se déplace à cause du vent et gagne les plages. Lors de leurs premières utilisations, il y a eu quelques polémiques concernant ces dispersants, certains disant que ceux-ci étaient plus polluants que le pétrole lui-même. Cela n'a jamais été vraiment prouvé, alors que les résultats de la dispersion sont pourtant bien là. Il faut en revanche un gros volume d'eau pour que cela marche, ce qui n'est donc pas faisable dans des bras de mer, ni sur les littoraux trop proches de la côte. Pour ceux qui veulent aller plus loin, il existe aussi d'autres produits que les dispersants, tels que les produits de lavage, les absorbants, les gélifiants ou encore les biodégradants. Pour endiguer les marées vertes, autant prendre le problème directement à la source. Pour cela, il faudrait envisager un modèle de production agricole moins chargé en engrais chimiques. Cela concerne les producteurs eux-mêmes, mais aussi le gouvernement qui peut faciliter une transition plus aisée vers un autre modèle. En attendant, il est aussi possible de construire des stations d'épuration mieux capables d'épurer les phosphates et les nitrates, et il est aussi possible d'utiliser les algues comme matière première. Certaines entreprises bretonnes se sont spécialisées là-dedans, et les algues fraîches, une fois récoltées, lavées et broyées, peuvent servir pour des cosmétiques, pour la nutrition, la pharmacie ou encore l'agriculture. On retrouve l'entreprise Agrimer ou encore Olmix Group. Concernant les marées blanches, je n'ai pas trouvé de solution particulière, si ce n'est celle de contraindre les entreprises à réaliser le traitement de leurs déchets industriels s'il n'existe pas d'infrastructure permettant de le faire derrière elles. Ce qui veut aussi dire construire plus de stations d'épuration dans le monde et les rendre plus performantes. L'acidification des océans est due à notre rejet massif de CO2. La solution la plus évidente et la plus urgente serait donc de le réduire. On s'attaque à du gros, mais il semblerait n'exister aucune autre solution miracle. À nous d'innover et d'imposer des systèmes de production et de transport moins polluants. Cela peut aussi passer par la baisse de consommation mondiale de viande. Concernant la pollution sonore, là, il y a de bonnes nouvelles. Déjà, fin 2013, le Parlement européen a voté pour que les compagnies pétrolières fassent à partir de ce jour une demande spécifique avant chaque exploration sismique de gisements pétroliers à un organisme qui évalue l'incidence sur l'environnement. Ça a été un gros combat entre le Parlement et des ONG contre les lobbies pétroliers, mais ça a payé et cela ouvre la voie à la réduction de la pollution acoustique sous-marine. L'innovation permet de concevoir des moteurs moins polluants et moins bruyants, et certains systèmes permettent au personnel des chantiers maritimes d'avoir un retour en temps réel de leur production sonore et ainsi la limiter au maximum. Puisque c'est un type de pollution que l'on oublie, il est bien d'en parler au plus grand nombre, et notamment aux plus jeunes.
Certains sites web compilent des bandes sonores captées au fond des océans, avec des infos super intéressantes pour mieux renseigner le grand public. Autre bonne nouvelle, la création de réserves marines se multiplie. Véritables lieux de sauvegarde et de paix, ces zones permettent de protéger les endroits les plus vulnérables. Dernièrement, la France en a instauré une nouvelle et de très grande taille. Il en est de même pour les sanctuaires tels que le sanctuaire Pélagos en Méditerranée, qui est dédié aux cétacés. Je vous mets plus d'infos en description. On a vu que certains pays asiatiques sont les plus pollueurs au niveau du plastique, et déjà certaines initiatives locales émergent. C'est le cas de cet Indien qui souhaite remplacer les couverts en plastique utilisés massivement dans son pays par des cuillères comestibles et dégradables en quelques jours une fois dans la nature. Et comment parler de la lutte contre les déchets plastiques en mer sans évoquer The Seabin Project, sorte de poubelle marine passive que l'on peut installer dans les eaux calmes des ports. Ou encore le projet colossal de The Ocean Cleanup que l'on ne présente plus, créé par le talentueux Boyan Slat. Allez faire un tour sur la chaîne YouTube du projet, on en apprend plus sur comment tout ça est développé et analysé, c'est vraiment passionnant. Concernant les bombes non explosées au fond des mers, c'est très délicat de les sortir de l'eau comme ça. Des unités de déminage sont dépêchées lors de la découverte d'une bombe sur le rivage, mais il est difficile de faire quelque chose pour celles en profondeur. Il est obligatoire pour les pêcheurs de certains pays de prévenir les autorités lorsqu'ils découvrent une bombe dans leur filet. Mais bien souvent, de par le risque et le fait que ça les oblige à rester ainsi le temps de l'opération, que ça les empêche de continuer de pêcher ainsi que de vendre, beaucoup les rejettent à l'eau discrètement. Lorsque des réserves importantes sont découvertes près des ports et des rivages touristiques, les autorités proposent parfois de les ensevelir sous une île artificielle ou bien dans du béton faute de mieux. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit récap qui m'a demandé beaucoup de travail. Le bilan est loin d'être joyeux, mais des solutions existent. À nous de continuer d'avancer dans ce sens. Il se trouve que le National Geographic du mois prochain est dédié à la protection des océans. Peut-être que certains points seront plus poussés et de nouvelles solutions présentées. Aussi, samedi dernier, j'ai assisté à une conférence à Paris sur le thème de l'eau dans le monde. Ça me donne des idées de sujets pour la suite. Ah oui, et la semaine dernière, la pêche en eau profonde a été interdite en Europe au-delà de 800 mètres de profondeur. Ça ne concerne pas directement notre sujet, mais je me suis dit que ça pouvait plaire à certains. Merci à vous les tipeurs, votre soutien me permet de moins me disperser sur mes petits boulots à côté, et ce mois-ci j'ai même pu acheter plusieurs bouquins. Comme d'hab, pour ceux qui ont choisi la contrepartie sur Tipeee, checkez vos emails, je vous envoie le fichier MP3 qui permet d'aller plus loin. Avant de partir, n'oubliez pas de tous cliquer sur la petite cloche à côté de votre abonnement si vous souhaitez recevoir une notification pour la prochaine vidéo. N'oubliez de partager l'épisode à vos potes, à vos profs et à vos réseaux respectifs. Il me reste plus qu'à vous dire excellente année 2017 à tous, un grand merci pour votre fidélité et à très vite les aventuriers.